Bienvenue sur la MIF, votre émission qui vous décrypte le Made in France. Bienvenue sur MIF Radio. Émission présentée par Lola Engelmann. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans La MIF, l'émission qui vous démontre que le Made in France, c'est pas un sujet pour les vieux. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu écouter notre space d'hier soir sur Twitter. Le thème c'était le French washing avec comme invité Eric Bonnet, le directeur adjoint de InZine. Bon, malheureusement, suite à quelques problèmes techniques, au début, le space ne pourra pas être diffusé en replay. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Par contre, pour ce qui est de l'émission d'hier soir, vous pouvez bien évidemment la retrouver sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Hier, c'était mercredi, le jour de l'invité de la semaine, et c'est Antoine Lahorgue, le fondateur de EasyPlouf, qui nous a parlé de son concept. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir cette innovation via son interview sur le site web coqueco-by-scpa.com. Également hier, on a fait le point sur la législation du CBD en France depuis le Conseil d'État qui s'est tenu ce lundi. Pour le Made in Région, c'était direction la Guyane et retrouver la minute décalée sur le French Cancan. Comme d'habitude, votre avis compte. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la semaine. N'oubliez pas, la MIF, c'est du lundi au jeudi à 18h. Tout de suite, le programme d'aujourd'hui. Hier, Oscar du Pôle Web était l'invité de la MIF. Il nous a parlé de son enquête sur les abattoirs et plus précisément sur le personnel qui y travaille. L'article est sorti hier sur le site de Coqueco et aujourd'hui, c'est Clément qui nous fait le plaisir d'être là. Il est l'auteur du guide de survie en France, sorti ce matin sur Coqueco. On l'écoute dans un instant. Dans le dossier du jour, on parlera des investissements des NFT dans le rap français. On enchaînera avec la rubrique de la semaine, toujours sur la mode. Et cette fois, on a décidé de rendre hommage à Thierry Mugler, grand couturier et styliste français qui est décédé le 23 janvier. Pour le Made in Région, on ne s'envolera pas très loin cette fois. Je vous laisse découvrir la destination dans quelques instants. Chers auditeurs, j'espère qu'il y a des footeux parmi vous car la question qui divisera la rédaction aujourd'hui sera la suivante. La formation française de football est-elle devenue une des meilleures d'Europe ? Pour la minute décalée, on va parler d'un sujet qui fâche et surtout pour les élèves de terminale. Je pense que vous commencez à les connaître, mais pour les nouveaux arrivants, vos chroniqueurs sont là pour vous servir. À ma gauche, même s'il a hâte que la semaine se finisse, il fera tout pour vous passionner aujourd'hui. Luc, comment tu vas ? Écoute Lola, je vais très bien, là c'est la fin de la semaine, beaucoup d'éléments positifs, je crois que la météo est un peu morose, mais mon moral, on peut pas le toucher, ça va très bien. Juste en face, elle est à fond depuis ce matin. Emma, qu'est-ce qui te rend heureuse comme ça ? Alors, je sais pas trop, je me suis réveillée de bonne humeur ce matin. C'est la fin de semaine aussi, bien donc le week-end, donc je suis contente. Super. Et Robin, bien sûr, c'est lui qui vous fera voyager pour ce Made in Région. J'espère que tu nous réserves du beau, Robin. Bah écoute Lola, comparé à la dernière fois, oui, bon après c'est vrai qu'on était allé du côté de la Corse, mais cette fois-ci on va revenir sur le territoire français, mais je vous expliquerai un petit peu plus loin où est-ce que je vais vous emmener exactement, mais tu verras bien. Eh bien, on a hâte de t'entendre, Robin. Hier, on recevait Oscar de la rédaction de Coqueco. Je rappelle que vous pouvez retrouver son enquête ciblée sur les personnes qui travaillent dans les abattoirs sur le site web de Coqueco. Aujourd'hui, c'est ton tour de nous présenter ton travail qui est sorti ce matin sur le site. Bonjour Clément. Bonjour Lola, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Donc tu as sorti ton Bienvenue, article, c'est un guide de survie en France destiné aux étrangers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors voilà, c'est un article qui est un peu plus décalé, un temps un peu plus décalé que ce qu'on a l'habitude de faire sur Coqueco et qui prend à la légère toutes nos coutumes, toutes nos traditions en France, qui vont des Parisiens râleurs à nos traditions culinaires, en passant par des guerres politiques, des débats pour un pain aux chocolatines enfin un pain au chocolat ou chocolatine. Et tout ça, on va dire, traité légèrement, donc apprendre au second degré, bien évidemment. Et j'ai vu que tu as opté pour pain au chocolat dans ce gros débat national. Évidemment. Moi, personnellement, je te remercie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui disent chocolatine, qui ont ce malheur de dire chocolatine ? Non, je crois qu'on est tous français ici. Emma, c'est chocolatine ? Non, c'est pain au chocolat. C'est pain au chocolat, c'est bon. Tout le monde restera dans le studio aujourd'hui. Et merci beaucoup Clément et bon courage pour la dernière semaine qui arrive. Merci. J'invite tout le monde à aller consulter justement ce guide de survie sur le site web de Coqueco. Merci Clément en tout cas. Merci à Luc, toi Clément. merci à tous.
Depuis plusieurs mois, le phénomène des NFT, une valeur numérique artistique, investit l'univers du rap français. Luc, dis-nous-en un peu plus sur cette nouvelle tendance. Oui Lola, les NFT c'est la nouvelle tendance qui émerge dans le rap game à la française. Lundi dernier, c'est le Marseillais SCH lui-même qui a annoncé que son nouveau titre Nemesis allait sortir sous ce format numérique. Avant lui, les rappeurs français Booba ou encore Sneezy ont déjà annoncé des projets en NFT. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un NFT ? Attention, accrochez-vous. Alors un NFT, c'est une œuvre d'art transformée en bien numérique. Cette œuvre d'art numérique est vendue en crypto-monnaie. Alors concrètement, acheter une œuvre d'art en NFT, c'est être l'unique propriétaire d'une œuvre d'art numérique grâce à un certificat d'authenticité. Alors pour imaginer ce processus bien complexe, prenons le domaine de l'art. Imaginez que vous trouvez un tableau certifié de Léonard de Vinci dans la rue, mais que vous n'avez pas la place de l'exposer dans votre appart. Vous pourriez créer un NFT et l'exposer numériquement. Et c'est là où ça devient intéressant dans le domaine du rap français. En gros, à partir du moment où l'industrie du rap français considère qu'elle est un art, elle peut vendre ses chansons à n'importe quel prix en surfant sur un facteur d'exclusivité et d'inflation qu'impose ce secteur. Par exemple, le 21 août dernier, le rappeur Tony Lagnaise a limité au nombre d'1 million, un album qu'il a créé en NFT à 1 million d'exemplaires. Les 1 million d'exemplaires ont été écoulés, devinez en combien de temps ? 57 secondes. Un record. Alors cet album, il a été vendu à 1 € l'unité, mais il faut bien imaginer que ces acheteurs, eux, peuvent le revendre plus cher juste derrière. En fait, l'artiste est libre de réguler ses propres tarifs en NFT. Et ça, SCH, Booba ou Sneezy auront aussi le droit de le faire. Vendre une musique au prix que tu le souhaites, vu que lui-même est un art, c'est irrationnel, c'est ça l'art. En gros, les NFT viennent chambouler le moindre équilibre de la musique en termes de vente, de sortie, de format et de certification, même si pour l'instant en France on ne peut pas se rendre compte du poids des NFT dans l'industrie musicale, vu qu'aucun projet n'est officiellement sorti. Mais selon le spécialiste en crypto-monnaie Owen Simonin, les NFT permettent d'augmenter la redistribution des redevances, alors que sur Spotify par exemple, 90% des artistes reçoivent moins de 1 000 € par an. Tandis que depuis le début du mois, la tendance du NFT a chamboulé le moindre équilibre en termes de vente. On est sûr que ce format apparu en 2015 va peser très lourd en France. Pour vous dire, les NFT ont pesé plus de 10 milliards de dollars au 3e trimestre de 2021 aux États-Unis. Un indicateur qui laisse à penser que l'industrie du rap français est bien inspirée de se moderniser un petit peu. Merci Luc. Quoi qu'il en soit, je pense que Booba et Sneezy ne seront pas les seuls rappeurs français à se lancer dans cette nouvelle technologie. Je sais pas ce que t'en penses, Luc. Je pense que d'autres suivront parce que ça présente un vrai lancement pour leur carrière. Ah, effectivement, tu fais bien de le rappeler, Lola. Il y en a d'autres. Hein. Il y a la Fouine qui vient se rajouter à cette liste. Il y a Ziak. Alors, je sais pas s'il y a des amateurs de rap français autour de la table. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, avec la plateforme de NFT, on a vraiment l'exclusivité d'un son. Donc, moi, par exemple, j'aurais certainement pas l'argent d'investir dans des NFT avec le prochain EP de Sneezy. Donc, moi, je vais l'avoir en streaming certainement 2-3 mois après. Et c'est là où, en fait, on achète également la valeur sentimentale du produit grâce à cette valeur numérique. Et c'est pour ça que le NFT, c'est de l'art, y compris dans l'industrie de la musique. Vous l'avez compris, les NFT, ça a ses avantages. Pour cette dernière rubrique de la semaine consacrée à la mode, il était évident pour nous de rendre hommage au couturier et styliste français Thierry Mugler. Décédé dimanche dernier à l'âge de 73 ans, il est considéré comme un géant de la mode française. Notre journaliste Emma Resguer nous retrace son parcours. Chaud, démesuré, silhouette hyper féminine et parfum ont fait de lui un mythe. Thierry Mugler a marqué l'histoire de la mode, plus particulièrement dans les années 80-90, en extrapolant la puissance féminine. Lors de ses débuts, il avait tracé les contours d'une nouvelle ère, celle de la féminité conquérante qui avance sans demander permission. Alors ce fils de médecin débarque dans la capitale en 1969 à l'âge de 21 ans et commence sa carrière de styliste avec une mode à contre-courant des tendances. À l'époque, le bohème fait rage, mais Thierry Mugler lui propose une mode très féminine, sexy et architecturée. Le succès fut au rendez-vous, le créateur français a rapidement une renommée internationale. Par la suite, il conçoit des défilés-spectacles dignes de superproductions hollywoodiennes. Ces derniers deviendront vite des événements incontournables. Par exemple, en 1984, il organise un défilé titanesque au Zénith de Paris devant plus de 6000 personnes. Il s'agit du premier défilé payant ouvert au public. Alors plus qu'un simple défilé de mode, c'est un véritable show de plus d'1 heure qui a eu lieu. Sa patte créative attira les plus grands mannequins et les plus grandes stars. Thierry Mugler a par exemple habillé Claudia Schiffer, David Bowie, Beyoncé ou encore Kim Kardashian. A contrario, il se murmure dans le milieu du show business qu'il a refusé de collaborer avec Madonna. Mais Thierry Mugler ne s'est pas cantonné uniquement à la mode. Il lance en 1992 sa propre collection de parfums.
Vous connaissez sûrement, cher auditeur, le célèbre parfum Angèle, présenté dans un flacon bleu en forme d'étoile. Il est l'un des best-sellers de l'histoire de la parfumerie. Toutefois, en 2002, le créateur décide de se retirer des podiums et de se consacrer à 2 de ses passions, la photographie et la mise en scène des spectacles monumentaux. Depuis, sa présence dans les médias se faisait de plus en plus rare. Il avait opéré une transformation physique impressionnante. En effet, Thierry Mugler enchaînait les chirurgies esthétiques à la suite d'un grave accident de gym. Alors en bref, il était un immense créateur caractérisé par la démesure à la carrière hors norme. Un mythe de la mode, comme en témoignent les nombreux hommages à son égard depuis l'annonce de son décès. Merci Emma, en tout cas c'est un grand nom de la mode qui a tiré sa révérence. Maintenant, passons au Made in Région. C'est pas ça, Michel. C'est aberrant, quoi. C'est pas un mec à... C'est l'accent. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Hier, on a eu la chance de voyager au soleil. Emma nous a présenté le centre spatial guyanais. Et cette fois-ci, c'est Robin qui nous amène dans une région beaucoup plus froide. Alors Robin, on t'écoute. Et oui Lola, aujourd'hui c'est de nouveau moi qui vous emmène quelque part en France pour la 3e fois. Alors pour ce Made in Région, j'avais envie de me rendre dans le nord de la France. Petite anecdote au passage, j'ai eu la chance de me rendre dans cette région 2 fois dans ma vie. Et ce que je peux vous dire, chers auditeurs, c'est que ça en vaut la peine. Bon allez, j'arrête de faire durer le suspense. Lola, je te laisse envoyer la musique. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bon, est-ce que autour de la table, vous avez un petit peu deviné la région avec cette magnifique musique de Edith Piaf? Oui, je pense. Ouais, évidemment. Direction la capitale. Ah, exactement. Bravo Lola, exactement. Paris, direction Paris. Dès qu'on parle de Paris, donc on pense à la France, que ce soit les monuments mondialement connus comme la Tour Eiffel, la cathédrale de Notre-Dame de Paris ou encore l'Arc de Triomphe, l'écran de maison de couture, l'architecture, les jardins à la française. Vous vous en doutez, Paris est très attractif. Bon, même si la ville est très grande et très touristique, la vie parisienne reste relativement chère et la circulation, je ne vous en parle même pas. Enfin bref, vous vous en doutez, je ne suis pas guide touristique. Mon objectif, ce n'est pas de vous vendre la ville, mais plutôt de vous parler d'une grande spécialité parisienne. Pour vous donner une petite idée, auditeurs, auditrices, et même vous, là, autour de la table, si je vous dis l'opéra, est-ce que ça, là, vous dit quelque chose ? L'opéra, lequel? Ouais, moi je partirais sur un dessert, non? Tout à fait, Luc. On part sur un dessert. C'est vrai que tu as visé juste. Alors c'est vrai que ça reste assez vague quand on parle d'opéra dit comme ça. Il s'agit du célèbre gâteau parisien, l'Opéra, donc une pâtisserie française constituée d'une succession de biscuits Joconde, de ganaches au chocolat et de crème au beurre au café. Mais alors, mes chers collègues, c'est là que je vous le sollicite une nouvelle fois. J'espère que parmi vous, il y a des experts en pâtisserie. Est-ce que vous connaissez les ingrédients pour pouvoir faire un opéra ? Bien évidemment du café, j'imagine. Oui, évidemment. Bon, ça, farine, beurre, ouais, crème, voilà, exactement. Les classiques, et vous en avez oublié, hein, il y en a quand même. Il y a un élément qui a attiré mon attention. Figurez-vous que j'ai été moi-même surpris justement en me renseignant sur ce sujet. Mais pour pouvoir faire un opéra, il faut bien évidemment de la farine, des œufs, du sucre, du chocolat, de la crème, dessert, beurre et du café. Mais attendez, il y a aussi de la poudre d'amande. Vous ne me l'avez pas dit. Excuse-nous. Je t'en veux pas. Faisons un bond dans le passé. Il faut savoir que l'invention du gâteau opéra a été revendiquée par Gaston Lenôtre dans les années 1960. Créé en 1955 par Cyriaque Gavillon, l'opéra aurait été nommé par André Gavillon, donc l'épouse du pâtissier. Est-ce que autour de la table, vous savez pourquoi on appelait l'opéra comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi on a appelé l'opéra ainsi? Si je peux mettre une hypothèse, c'est pas... pour les danseuses de l'Opéra de Paris? Alors ça, c'est une raison, mais il y en a une deuxième. C'est lié à une métaphore musicale, certainement? Non, pas tout à fait. Alors en fait, c'est simple, hein, l'opéra, ça vous fait penser à... L'opéra, vous connaissez l'opéra de manière générale? Oui. Eh bien, il y a un opéra à Paris qui est très connu. L'Opéra Garnier. Tout à fait, merci Emma, tu as vu juste. Eh bien, il y a 2 raisons qui expliqueraient son appellation. La première, donc Lola l'a bien dit, serait à cause, dans un premier temps, de similarité avec la scène de l'Opéra Garnier. La deuxième raison serait en hommage aux danseuses de l'opéra qui se rendaient justement à la boutique. A noter qu'en 1898,
2019, la pâtisserie du Grand Hôtel située rue Aubert, justement en face de l'Opéra Garnier, fait paraître des publicités dans plusieurs journaux, mentionnant parmi ses spécialités un, je cite, gâteau opéra. La presse le cite ainsi comme, je cite, le plume cake, comme une sorte de must dans cette maison fréquentée par une clientèle chic. Et justement, afin d'en savoir un petit peu plus sur ce célèbre gâteau parisien, j'ai décidé de rentrer en contact avec un pâtissier qui travaille dans une chocolaterie à Sainte-Foy-les-Lyons. Il s'agit de Patrick Berger, qui nous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'opéra. C'est un gâteau qui est très traditionnel, avec 3 biscuits aux amandes et un peu de ganache au chocolat. Donc c'est un gâteau qui plaît généralement à tout le monde. C'est un gâteau traditionnel qui est très très bon, donc après c'est une question de mode également. Si quelqu'un le remet un petit peu au goût du jour, effectivement ça va marcher très très bien. Et pour la petite anecdote, chers auditeurs, sachez que le 16 mai 2021, devant l'Opéra Garnier, une dizaine de chefs pâtissiers étoilés ont réalisé un gâteau long, tenez-vous prêts chers auditeurs et autour de la table, un gâteau long de 30 mètres. Et les chiffres donnent le tournis, 1 millier d'œufs, 1 millier d'œufs, 36 kilos de chocolat, 3 jours de travail non-stop. C'est ce qu'il aura fallu à cette dizaine de chefs pâtissiers pour faire entrer leur opéra dans le Guinness Book des records. Merci Robin, et rassurez-vous, chers auditeurs et auditrices, pas besoin d'aller jusqu'à Paris pour déguster un opéra, vous en trouverez dans n'importe quelle pâtisserie. Après, si vous souhaitez déguster le meilleur opéra, on vous conseille quand même la pâtisserie parisienne de Pierre Hermé. Amateurs et amatrices de foot à vos claviers, on attend votre avis en commentaire. Luc et Emma vont débattre sur une question. La formation française de football est-elle devenue une des meilleures d'Europe ? Qui va le plus vous convaincre ? Emma, Luc, c'est parti. Alors Emma, est-ce que tu veux commencer ? Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on est en présence d'un grand spécialiste, Clément. Je suis sûr qu'il sera très heureux d'assister au débat. Je vais bien commencer. Allez, c'est parti, je te laisse la main. Alors, je pense qu'effectivement, la formation française est devenue au fil du temps l'une des meilleures d'Europe. Alors, je vais étayer mon propos grâce à des chiffres. Aujourd'hui, il y a plus de 200 joueurs français issus des centres de formation de l'Hexagone qui évoluent dans les 2 premières divisions du Big Four européen. Donc, on est le pays le plus exportateur de talents en Europe. C'est ce qu'a montré notamment l'Observatoire du football CIES. Alors la Fédération française de football, elle met les moyens pour être l'une des meilleures d'Europe. Chaque année, la FFF investit plus de 10 millions d'euros dans la formation. On est l'un des pays qui mise le plus sur le jeune talent. Il existe 36 centres de formation en France et 25 pôles espoirs. En plus, on a de la chance en France d'avoir une variété de profils assez importante. On forme aussi bien des joueurs techniques que des joueurs rapides, que des joueurs puissants. Alors en France, il y a 3 clubs qui sont coude à coude dans le classement des meilleurs centres de formation. L'Olympique Lyonnais, le PSG et Rennes. Et nos jeunes joueurs français aussi peuvent montrer rapidement leur talent en Ligue 1 parce qu'on est un championnat qui offre une exposition très tôt dans la carrière des jeunes et c'est vraiment pas le cas de partout. Donc moi je pense que oui, la formation française elle est devenue l'une des meilleures d'Europe. Alors Emma, j'entends tes arguments, mais il y a plusieurs points notables sur lesquels je vais pouvoir me permettre de rebondir pour dire que la formation française, elle est pas si parfaite que ça. Alors tout d'abord, t'as parlé des joueurs en Europe qui s'exportaient bien, mais moi je vais te dire pourquoi ils partent si jeunes. Des Paul Pogba qui sont partis à Manchester United, des Antoine Griezmann qui sont partis faire toute leur formation réelle et pas leur préformation en Espagne. Comment on peut s'interroger sur la perfectionnabilité de nos centres de formation. On vante aussi le fait que la France est championne du monde en 2018, c'est vrai, mais parmi eux, combien de joueurs évoluent en Ligue 1 ? Est-ce que tu pourrais me les citer, Emma ? Je vais être tatillon aujourd'hui. Oh là, tu me prends... Alors Mandanda, il y en a un, il y avait Thauvin, il y en a un troisième. Je sais pas. Mbappé, évidemment. Oui. Mais aucun autre parmi les 23, si ma liste est bonne. Peut-être que Clément pourra me contredire. Ah, il y avait Nabil Fekir, bah voilà, ça y est, je vais pas réussir mon débat du jour, mais c'est pas grave. De la journée, ça. J'ai d'autres arguments dans mon sac. Il y a aussi sur l'aspect social que la France n'est pas un pays de football. On peut le voir d'abord dans les parcours universitaires où on nous encourage régulièrement à faire des études classiques. Va faire des études au lieu de taper dans le ballon. C'est une doctrine qu'on entend souvent, contrairement à l'Angleterre ou l'Espagne où beaucoup de moyens sont développés dans les études. Alors en France aussi, le problème c'est qu'on prône une tradition de joueurs physiques et costauds. Ça a été le cas de l'AGIA de Giroud à l'époque, tandis qu'on ne prenait pas un football de possession comme en Espagne qui a aussi régulièrement marché.
Voilà, et on peut aussi dire que cette doctrine de joueur physique et costaud, elle était propre à la France et ça a pu poser problème, notamment sur des questions d'ethnie. On disait il est africain donc il est physique, et heureusement aujourd'hui c'est en train de s'éradiquer, mais ça a été un problème pendant des années. Alors, étant donné qu'on profite de la présence de Clément, est-ce qu'il va pouvoir nous dire un mot, parce que je sais que Clément est un spécialiste du foot. Clément, est-ce que tu rejoindrais plus Emma ou Luc sur cette question ? Alors j'ai eu de bons arguments de part et d'autre. Je vais revenir néanmoins sur l'argument d'Emma qui disait que la France était l'un des pays qui lançait le plus tôt ses joueurs. J'aimerais juste mettre en avant sur le fait que l'Allemagne est aussi très forte en la matière. Notamment au Bayern, il y a 2 joueurs de 16 ans qui viennent d'être lancés en pro. Je pense notamment à Paul Vanner. Vous ne le connaissez certainement pas, mais donnez-moi 5 ans et vous le connaîtrez. Et bien, écoute, on retient son nom en tout cas. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Qui vous a le plus convaincu, Luc ou Emma ? On attend vos réponses et avis. Place maintenant à la minute décalée. Hier, Robin vous a partagé sa passion pour le French Cancan. Aujourd'hui, Emma va vous parler d'un sujet qui visiblement ne lui a pas laissé de bons souvenirs. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un système typiquement français, d'une merveille de l'éducation nationale, una pepita de Francia. Vous voyez de quoi je vais vous parler ou pas autour de la table ? Una pepita de Francia, ça me dit rien. Il y a des pépites françaises, il y en a pas mal. Hein. Est-ce que ça serait un mélange d'espagnol aussi, pepita Francia ? Je ne sais pas, je serais curieux de savoir. Non Robin, je vais parler bien sûr de Parcoursup, le Koh-Lanta de l'orientation. Mais attention, là il n'y a pas de totem d'immunité. Refus, bugs, liste d'attente interminable. Voici la galère des lycéens français à la recherche d'études. Parcoursup, c'est un peu comme Thanos. La plateforme élimine des milliers d'étudiants en quelques secondes. Alors certains voient leur avenir professionnel changer et se redirigent vers les anges 11. Alors une fois que tu as fait 40 lettres de motivation, que personne ne lira jamais en plus, que tu as attendu 3 mois, la décision tombe enfin, tu peux avoir un refus. Tu peux avoir 2 refus, mais tu ne peux pas avoir 3 refus. Ah bah si, on peut même avoir 54 refus. J'en témoigne. Et puis, sans parler de ceux qui se retrouvent sans rien en septembre. On pense à eux. Alors moi, personnellement, j'étais sur Parcoursup. Le seul vœu où j'ai été acceptée, c'était dans une école de cirque. Et que j'avais mis pour rigoler. Hein. J'ai désespéré 2 secondes, puis je me suis dit, autant mettre 7000 balles dans une école. Comme ça, hop, on évite Parcoursup, même si on est endetté pendant 10 ans. Alors on nous répète d'être ambitieux et d'avoir des objectifs, mais avec une plateforme comme ça, difficile de faire le métier de ses rêves. Alors à vous, chers jeunes auditeurs qui nous écoutez, bon Hunger Games. Merci Emma. En effet, on souhaite bonne chance à tous ceux qui se coltinent Parcoursup en ce moment même. Et puis en plus, c'est vrai qu'Emma souligne un vrai problème parce que Parcoursup maintenant c'est réalisé avec des algorithmes et du coup il se trouve que des fois les meilleurs élèves de l'Île-de-France n'ont pas pu trouver des études supérieures, donc tu soulignes un vrai problème en plus d'être drôle, donc bravo à toi. Je pense aussi également aux élèves qui se débrouillent plutôt bien et qui ont des très bonnes moyennes, qui par exemple se retrouvent dans des grandes universités à Paris ou à Lille et qui sont dans une liste d'attente absolument incroyable et qui malheureusement justement ne décrochent pas de place, et ça je trouve que c'est vraiment un gros bémol sur cette application. Directeur et directrice de Parcoursup, si vous nous entendez, il est temps de faire quelque chose. Et c'est la fin de cette émission, on espère qu'elle vous a plu. C'est la fin de la semaine pour la MIF. On vous retrouve lundi à 18h pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas, Coqueco ne dort jamais. Pour plus de contenu, rendez-vous sur le site web coqueco-by-scpa.com ainsi que sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. On vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end et on vous dit à lundi sur la MIF. Bye bye. Bon week-end à lundi. Bon week-end à tous. Bon week-end.